Saint-Esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h pour votre Culture Club du vendredi. Et ce soir, à mes côtés, les membres du club, Marie-Ange Philippe, Audrey Tordelli, Xavier Affre et Marcel Petrichol. Bonsoir, chers camarades du vendredi. Bonsoir Philippe. Est-ce que la semaine s'est bien passée ? Très bien. Toujours très bien. Alors on va essayer de divertir et d'informer, deux principes chers au service public avec notre émission du soir, ce Culture Club. La question, le road trip est toujours une inspiration universelle et pour y répondre, les œuvres sélectionnées par les membres du club comme est Prima, un voyage en Italie et en BD signé Alfred. Du côté du cinéma, c'est Évasion, Course-poursuite et Subversion avec Into the Wild, Thelma et Louise et Les Valseuses. Le manifeste littéraire et philosophique sur la route de l'immense Jack Kerouac. Et notre bonus track, The Détour, une série signée Jason Jones et Samantha Bee. Je vous rappelle la thématique, la question du soir. Le road trip est toujours une inspiration universelle et nous allons débuter comme chaque vendredi avec la bande dessinée. Et vous, Marcel, comme est Prima de Alfred aux éditions Delcourt Mirage. Nous sommes au début des années 60 à la mort de leur père, deux frères, Fabio et Giovanni, sillonnent les routes au volant de la cultissime Fiat 500. Eh oui, ils vont aller jusqu'en Italie pour ramener les cendres de leur père dans son Italie natale. Alors ces deux frères que tout oppose, qui ne sont pas vus depuis plus de 10 ans, différents familiales, hein. Ils sont opposés mais politiquement, philosophiquement, surtout. Ça va nous donner un road trip assez mouvementé, voire rocambolesque. Puis vous allez voir qu'il y a les rancœurs qui vont éclater, il va y avoir des révélations, il va y avoir des disputes, il va y avoir des blessures qui vont se réouvrir. Donc au début, les deux frères sont pas très sympathiques, hein. Vraiment, on n'a pas d'empathie avec eux. Et puis l'empathie va venir parce que les masques vont tomber, justement. Ils vont se parler au fur et à mesure. Et là, on va commencer vraiment à rentrer vraiment en empathie avec eux. On va les trouver de plus en plus sympathiques, ces frères. Alors, Sarouli, qui est très intimiste, qui est assez intriguant aussi, qui est vraiment émouvant. Il y a beaucoup de flashbacks. On va comprendre pourquoi les deux frères en sont arrivés à ne plus se parler. Et puis, c'est surtout une tragicomédie à l'italienne. C'est un hommage aux maîtres du genre, hein, Fellini, Visconti, Rizzi. Impossible à ne pas les évoquer quand on lit cette BD. Il y a beaucoup d'émotions dans cette BD. Ça déborde à chaque page, franchement. Hein, voilà, chaque page, on prend de la colère, de la joie, des pleurs. Il y a tout. Deux mots sur le dessin. Dessin très vivant, très évocateur, vraiment. Ça se suffit parfois à lui-même. Il y a de longues planches muettes, parce que le dialogue est important, mais les silences sont tout aussi importants dans cette BD, et les planches muettes le retranscrivent vraiment très très bien. Le trait et les couleurs sont chaudes, et le trait est très expressif quand on est dans le présent, et puis ça devient tricolore, et le trait devient plus épais, beaucoup plus épais quand on évoque le passé. C'est ni très travaillé, ni trop minimaliste, on est vraiment entre les deux, et encore une fois, le dessin sert parfaitement le propos de l'auteur. Voilà, c'est tout simplement une BD qui, moi, m'a donné envie de partir en Italie, sur la route, à bord d'une Fiat 500. Hein. Le bon principe du road trip. Hein. Avec une BO d'enfer, une BO italienne, bien sûr. Mais hein. On est obligé, quand on part faire un road trip, d'avoir une bonne BO. Une bonne BO. Pas qu'une BO américaine, Paolo Conte. Exactement, Paolo Conte notamment. Adriano Cialetano. Ça c'est indispensable quand on parle d'Italie. Voilà, c'est très juste. Ça retranscrit vraiment l'ambiance d'une époque, fidèlement. Et surtout, ça nous montre toutes les blessures familiales qu'il peut y avoir, qui sont des blessures universelles. Et ça parle aussi de fraternité, l'amour qu'il peut y avoir entre deux frères, quoi qu'il arrive. Toutes ces thématiques, Marcel l'a dit, universelles lorsqu'il s'agit d'évoquer le road trip. Alors il y a la question évidemment de la rupture des mondes, la question de la fraternité, la question du désir de découvrir d'autres civilisations, d'autres villes, d'autres lieux. Xavier, il y a aussi un côté, Marcel a suggéré, très cinématographique. Alors on pense effectivement, et Marcel a tout à fait raison, à la comédie italienne, à la comédie populaire, mais dans le bon sens du terme, des années 50, 60, alors on pourrait rajouter à ta liste que tu as donné Ettoresco là par exemple aussi, et c'est vraiment un voyage très touchant. Alors je ne sais pas s'il y a une adaptation peut-être déjà en germe prévue, parce que ça serait quelque chose de vraiment intéressant. J'ai trouvé ça très très beau, et puis j'aime beaucoup le dessin, le parti pris sur le dessin, pas trop réaliste, mais aussi assez minimaliste, c'est plutôt intéressant. Moi j'étais très touché, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis père,
Mais ça laisse la place pas mal aussi à la redécouverte d'un père qu'on a peut-être mis de côté. Présent, hein. Voilà, qui est à la fois pas là physiquement, mais qui est là dans la BD. Et puis ce rapprochement entre les deux frères, j'ai trouvé ça aussi assez bouleversant même. Vraiment. Quelques mots. Audrey, très rapidement sur l'Italie des années 60, le cinéma. Je suis une référence. Je sais. Je lis vos tweets, je lis vos messages sur Facebook et je sais que cette culture-là, vous l'aimez. Oui. Bah oui, si je pouvais partir à Rome. La cuisine italienne, vous l'aimez. Mais j'y pensais quand il disait ça donne envie de partir en Italie, j'avais envie de manger des spaghettis au bongo. Allez, mais oui, bien sûr. Alors moi, j'avais le sentiment que c'était plus un roman illustré, mais effectivement, qu'une bande dessinée. Mais effectivement, oui, ça donne envie de partir en Italie pour de bon, carrément, de faire un road movie. On pourrait le faire tous ensemble, si vous voulez. On se localise. Tous ensemble. Le road trip en Italie, c'est la bande dessinée proposée par Marcel Comé-Prime d'Alfred aux éditions Delcourt, Mirage. Passons au cinéma avec vous, mon cher Xavier. Du côté du 7e art, c'est un combo très subversif que vous nous proposez. Nous allons débuter avec Into the Wild. Oh, comme c'est attendu, Into the Wild, de votre part, de Sean Penn. Mais si vous voulez, c'est pas grave que ce soit attendu. Après, il y a un peu moins attendu, mais c'est vrai qu'Into the Wild, ça me paraissait être le film vraiment road movie, mais road movie un peu différent. Enfin, c'est quelque chose de particulier, ce film de Sean Penn, qui est adapté d'un livre. Alors, vous voyez, j'ai fait mon petit travail. Je pense qu'on le voit à la caméra. Alors, je ne peux pas trop le prononcer, Marcel, si tu connais. Jon Krakauer. J'ose prononcer, pas John, mais c'est aux éditions Presse de la Cité. Mais c'est un livre qu'il faut lire. C'est vraiment très bien. Qui est bien meilleur journalistique. Non, pas bien meilleur. Différent. Enquête journalistique. Et le film, lui, il y a un petit côté bucolique. Romantique, on connaît un peu Sean Penn qui est un peu fleur bleue, jusque son dernier film récent qui était une horreur, mais là, qui était trop justement romancé, mais là il s'arrête toujours à la limite de ça. Alors c'est une histoire vraie, celle de Christophe McCandless, qui un jour, à qui un avenir brillant était promis, il avait eu son diplôme universitaire, et il décide de tout lâcher et de partir. Alors on comprend qu'il renonce au rêve américain, il fuit en quelque sorte la civilisation matérialiste et occidentale, et il veut vivre en communion avec la nature, et ça Sean Penn arrive à nous le montrer, et évidemment comme dans un bon road trip, c'est tout ce comment dire, il y a pas mal de rencontres. Tout ça, assemblage il y a un assemblage de rencontres, les unes plus intéressantes ou aussi intéressantes que les autres finalement, avec des gens plus âgés, donc ça représente la sagesse qui le conseille, des gens plus jeunes que lui va peut-être aider ou va aiguiller aussi. Et tout le monde dans le film, on le voit, et c'est dans le livre, c'est confirmé, tous les gens qui ont fréquenté, même de manière assez brève, ce jeune homme, ont été marqués par ce passage. Alors évidemment, comme dans un bon road trip, il y a aussi du drame, pas trop dévoilé, mais voilà. Mais franchement, c'est très beau. Il y a on le voit d'ailleurs à l'image, il y a une photo qui est sublime, il faut citer, c'est Éric Gauthier, qui est un Français, qui est un des plus grands chefs opérateurs ou on va dire assistant décorateur parfois aussi, mais surtout chef décorateur, parce qu'il a travaillé pour René, il a travaillé pour Assayas, donc voilà. Et puis vraiment, on voit les paysages américains, je pense, on a vu plein de films comme ça, mais vraiment, moi j'ai été touché aussi par le paysage montré, l'Arkansas, la Californie, l'Alaska, voilà, c'est aussi les paysages sauvages en relation avec l'histoire, et pour peu qu'on prenne dedans et qu'on soit dedans, c'est aussi une leçon de vie pour soi-même. Je pense qu'on ne sort pas indemne et du livre et du film, ça pose des questions. Marie-Ange, cette quête initiatique, elle vous a séduite ? Oui, beaucoup. Alors, il ne faut pas le voir en français, bien évidemment. Ça gâche vraiment tout le film. Il faut tout voir, de toute façon. Il faut le voir en VO sous-titré. Alors, j'ai bien aimé son petit côté misanthrope, vous ne serez pas surpris. Et bien sûr, c'est une quête de soi-même, bien évidemment. Et ce que j'ai découvert récemment, c'est qu'il n'est pas parti, comme tu as dit, donc c'est une histoire, il n'est pas parti dans un esprit idéaliste, il est parti pour fuir ses parents, qui étaient, dont le père était violent et la mère ne l'avait pas désiré, le faisait bien ressentir. Donc dès le départ, il y a une dimension assez tragique qui va se retrouver à la fin. Alors beaucoup de personnes n'ont pas aimé la fin, et moi c'est ce que j'ai aimé, parce que c'est une histoire vraie, donc changer la fin n'avait pas de sens de toute façon. Mais
j'ai beaucoup aimé parce que dans les road trips, on trouve peu ce côté tragique. Il y a toujours un côté très amical ou amoureux ou plus léger. Plus léger. Et là, vraiment, la fin est tout à fait tragique et ça donne encore une dimension assez inédite, je trouve, au film. Sur ce film-là, si on reste, et y compris sur l'œuvre littéraire que vous allez remontrer à la caméra, cher Xavier, Into the Wild de Jon Krakauer. Non, ce qui est intéressant aussi, lorsque l'on parle de road trip, de quête initiatique, d'universalité, c'est que souvent les personnages fuient une société de plus en plus individualiste. Est-ce que c'est le cas également là ? Alors, Marie-Ange a tout à fait raison. C'est vrai que le départ, c'est les parents, c'est la cellule familiale. Après, c'est vrai que quand on lit l'enquête, notamment sur l'enquête, plus que sur le film, indirectement, c'est un jeune homme sans doute qui étouffait, qui était placé par ses parents. Il avait un avenir quasiment préécrit. Donc il y a un côté étouffement. Et c'est vrai que, vous l'avez cité, c'est souvent le cas dans les road trips et dans ceux dont on peut dire un mot maintenant, Thelma et Louise, c'est aussi la fuite d'un mari Ridley Scott violent. En 1991, voilà. Les valseuses de Bertrand Blier en 1974. Alors les valseuses peut-être un peu à part, mais en tout cas Thelma et Louise, c'est ça, c'est encore on fuit l'homme à la maison, omniprésent, violent, macho, etc. On décide de partir entre femmes, donc là aussi, indirectement, on fuit quelque chose. Et puis après, c'est une série d'aventures, alors souvent effectivement dramatiques. Et le film de Ridley Scott là-dessus est cultissime, mais voilà, grâce à la prestation notamment des deux actrices, Suzanne Sarandon et vous allez nous le dire, Jenna Davis, enfin. Jenna Davis. Voilà, j'attendais que... Je suis un grand fan de Jenna Davis. Et voilà. Personnellement, on ne me demande pas mon avis. On fait que du bon, mais là, en tout cas, c'est du bon. Voilà. Donc, il y a un portrait peu flatteur dans Thelma et Louise des hommes, c'est évidemment, parce qu'à chaque fois qu'il rencontre un homme, c'est soit un voleur, soit un violeur. Il y a Brad Pitt. Il revient souvent en ce moment dans les émissions. Moi, si je peux me permettre, c'est pas trop ma cam dans ce film, mais voilà. C'est là où il fut découvert. Et pour la petite anecdote qui ne sert à rien, mais on va vous quand même la délivrer, Georges Clooney a failli jouer le rôle de Brad Pitt. Bon. Ça s'est joué entre les deux. Mais voilà, ça ne sert à rien. Voilà. Mais je disais Les Valseuses à part parce que c'est le troisième que j'avais sélectionné assez rapidement, alors de Bertrand Blier, 1974. Alors là, c'est un coup de pied dans la fourmilière. C'est un film provocateur, mais c'est un film génial. Le revoyant à chaque fois, ça ne vieillit pas. Alors évidemment, le casting de Depardieu, Devers, même Jeanne Moreau, qui est morte il n'y a pas longtemps, Miu Miu, et la jeune Isabelle Huppert, qui est déjà assez froide d'apparence dans le film. Elle a déjà un rôle très à distance. Très upérien. Commence à construire déjà. Voilà, alors là, qu'est-ce qu'on aime ? La BO de Grappelli, les dialogues savoureux, le rythme de la mise en scène, on l'oublie assez souvent. Et puis le côté provocateur, mais qui est intéressant. Donc le road trip et provocation, ça c'est assez rare au cinéma. Oui, c'est vrai. Le road trip est plutôt sage d'habitude. Dans tous les films que vous nous avez sélectionnés, peut-être un peu moins sur Into the Wild, il y a cette idée, ou en tout cas cette non-idée, de la société de consommation, de la rupture avec la société de consommation. Parce que c'est important, depuis le début de l'émission, nous parlons de road trip, d'inspiration universelle, de quête de sens, quête d'identité, quête initiatique. Il y a cette idée, très souvent dans les récits, nous allons l'évoquer tout à l'heure avec vous, Marie-Ange, de rupture avec la société de consommation. Pour le film de Bertrand Blier, 74, c'est pas anodin. C'est le seul véritablement qui traite de ce sujet-là. C'est pas anodin. Fin des années sans clôture, De Gaulle, Pompidou et début Giscard. Et c'est clair que là, il y a une envie de liberté, de renouveau, et de donner un coup de pied dans cette société un peu archaïque. 3 films sélectionnés par Xavier Affre, Into the Wild de Sean Penn, Thelma et Louise de Ridley Scott et Les Valseuses, l'excellentissime Les Valseuses de Blier. Alors, impossible, mais vraiment impossible de ne pas évoquer Sur la route de Jacques Kerouac lorsque l'on parle de road trip, lorsque l'on parle de quête, livre symbole de la contre-culture américaine, de la Beat Generation avec son lot de clochards célestes, de cabossés de la vie, de jeunesse perdue entre illusion et fatalisme. Oh, qu'il est bon d'avoir programmé cet ouvrage, Marie-Ange. Oui, après un road trip aux États-Unis, oui, j'ai lu Jacques Kerouac, bien évidemment, parce que... Route 66, vous bien lisiez évidemment Jacques Kerouac. En conduisant. Bien évidemment. Et donc, je vais vous parler du rouleau original. Pour faire simple, c'est la version non censurée, où il y a le vrai nom des personnages qui apparaissent, et puis une écriture un peu plus crue.
Donc d'ailleurs, la légende dit que ça a été écrit d'une seule traite, d'où le sous-titre original. Et ça s'en ressent dans la mise en page, qui peut être un peu gênant parce qu'il n'y a aucun paragraphe, aucune saute de ligne, rien. C'est une grande page, en fait, d'un roman. Donc c'est un rouleau de vie aussi long que l'asphalte de la zone 51 du Nevada, qui nous emmène vers ça part d'une rencontre entre Neil Cassady et Jack Kerouac. Et Jack, je vais le citer parce qu'il décrit bien son but dans son journal. Il dit « Je veux faire le roman de 2 jeunes gens qui partent en Californie en autostop à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouvent pas vraiment, qui se perdent sur la route et reviennent à leur point de départ, plein d'espoir, mais vers autre chose. » Donc c'est vraiment une quête de soi au fil de la route. Ça a été, vous l'avez dit, un symbole de la Beat Generation, donc des années 50, 60, on va dire une génération un peu anticonformiste. Et ça a beaucoup gêné Jacques Kerouac parce qu'il n'a pas voulu être cette icône-là. Il disait qu'il avait décrit les personnages qu'il rencontrait, mais que lui parlait de quelque chose. Enfin, il se sentait pas appartenir à ça. Et pour cause, on s'imagine que ce road trip va être fait plein d'hippies pacifistes et idéalistes. Et en fait, quasiment tous les personnages, mis à part les personnages très secondaires, sont des conservateurs catholiques goujats avec les femmes. Mais ils sont quand même épris d'une espèce de lassitude de la vie qui va leur faire avoir un désir d'émancipation et un espèce de rejet de la société américaine très, très, très conservatrice pour le coup, plus eux, qui les enferment un peu dans une sorte de bienséance qu'ils n'acceptent pas. Et alors, ce qui est bizarre et à la fois intéressant dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Il y a 1000 histoires, mais il n'y a pas d'histoire. Et donc, on se laisse prendre sur la route, mais on y va sans but. Alors, dans les adaptations, parce qu'il y en a eu plusieurs après, de réécriture, enfin, en tout cas, de nouvelles rééditions, c'est l'histoire de... Faut donner les noms des 2 protagonistes, hein, Saul Paradise et Dean Moriarty. Vous l'avez dit, c'est largement inspiré, donc c'est franchement inspiré de ce qu'a vécu Kerouac. Mais ce qui est très intéressant, c'est de le remettre aussi dans le contexte. Vous l'avez fait, Marie-Ange. Nous sommes dans les années 50, à l'orée des années 60. Les Mad Men de Broadway, de Madison à New York, de Broadway, ces gens qui viennent de la publicité sont les grands Manitou. Et là, Jacques Kerouac, dans ses écrits, dans ce livre-là, mais pas seulement dans ce livre-là, dans les récits qu'il écrit également pour le cinéma, dans les billets qu'il fait pour les magazines, décortique, déchiffre, décrypte cette société-là avec une acuité incroyable. C'est aussi ça. C'est pour ça que ce roman-là, voulu après, contre la vie de Kerouac, enfin contre le désir à la base de Kerouac d'être le roman de la Beat Generation, s'inscrit dans cette rupture-là, hein, Audrey. Oui, puis... Pardon, il serait, je pense, très agacé de voir l'utilisation qu'on en fait maintenant, parce que là, ce que vous en faites, mais même moi, mais bien sûr, parce pour que là, illustrer cette émission. Bien évidemment, mais c'est un symbole. Enfin, tous les Instagrammeurs dignes de ce nom vont à Bixour pour photographier et mettre hashtag YOLO, Jacques Kerouac. Enfin, il serait, je pense, mais tout à fait agacé de, oui, ce qu'on en a fait, et pourtant, ça reste un symbole littéraire. Un énorme symbole littéraire et philosophique. De la récupération médiatico... internetico... voilà. Audrey. Je me rends compte que Kristen Stewart est abonnée au film de road movie, parce qu'elle a été dans Sur la route, elle a été dans Into the Wild. On parle de road movie, effectivement, film, mais moi je trouve que c'est vraiment un road movie littéraire. Tu le disais, Marie-Ange, plutôt que de parler de la beauté du livre, hein, on convient tous évidemment. Moi, il me semble intéressant de soulever justement la problématique liée à l'œuvre, parce que l'ironie, c'est que finalement le narrateur, il est en quête d'absolu, et c'est une quête en partie autobiographique, mais justement celle que recherchait Jacques Kerouac du point de vue éditorial, il n'y est jamais vraiment parvenu, puisque les maisons d'édition ne voulait pas de ce roman initial. Il y a eu de nombreuses censures de passages sexuels, passages violents, la forme d'écriture qui n'était pas du tout académique, hein, pas d'alinéa, etc. Donc au final, la version qu'on connaît vraiment de Sur la route, c'est une version censurée, édulcorée. Donc c'est bien loin des compromis et des compromissions véhiculées par ce personnage principal qui refuse de dire amen à une société de consommation qui le rebute. Donc du coup, à mon sens, ce qui entoure l'œuvre, pour moi, est peut-être plus intéressant, enfin en tout cas aussi intéressant que l'œuvre elle-même. Oui, aussi intéressant. Aussi intéressant, voilà. Mais c'est un classique, évidemment, du road movie littéraire. Marcel. Oui, c'est un classique, mais quand on lit le bouquin, on peut se demander pourquoi c'est un livre culte. Parce qu'en fait, l'histoire en elle-même, elle n'est pas intéressante. On se fait même suer carrément, parce qu'on en a marre de les voir voler des bagnoles, compter leurs sous. Tu l'as dit, ce qui compte, c'est la quête. C'est tout ça qui est intéressant autour du livre. Parce que l'écriture en elle-même, il n'y a vraiment rien à en dire. Mais une anecdote sur ce livre.
Vous savez que vous allez dans certaines librairies aux États-Unis, vous ne trouvez pas le bouquin sur la route de Jacques Kerouac. Vous savez pourquoi? Il est caché. Parce que c'est le livre le plus volé aux États-Unis. Donc il faut le demander. On va voir. Ah ben voilà, ça pour le coup, c'est parfait. C'est parfait, ça me fait plaisir à Jacques Kerouac de savoir que son livre est le plus volé. Petite victoire, oui. Sur la société de consommation. Mais moins sans doute, peut-être ça lui a fait moins plaisir de savoir que les conservateurs, les goujats qu'il décrit sont aujourd'hui et au pouvoir et en France aux États-unis. C'est vrai. Dont il en faisait partie parce qu'il était très catholique. Bon, après, c'est l'époque. Ils ont des comportements avec les femmes. Bon, il décrit ça comme très normal, mais c'est assez choquant pour nous maintenant. Très très grand livre sur la rupture des mondes. Nous ferons, depuis quelques jours j'en parle, nous ferons une thématique sur la rupture des mondes. Expression un petit peu barbare mais ô combien intéressante. Un auteur, Denis Parent, qui travaille souvent sur cette thématique-là. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le profil Facebook de Denis Parent. Il met régulièrement des textes qui évoquent cela au quotidien. Et ses ouvrages aussi le font avec son dernier livre, Sanguinaire, est un road movie. Son dernier livre, Sanguinaire, en effet, est un road movie. Un très bon road movie, un mélange de surnaturel et de rêverie intense chez notre ami Denis Parent, je veux le dire comme cela. Bonus track avec vous, Audrey. La série The Détour, une série de Jason Jones et Samantha Bee. Alors c'est l'histoire d'une famille qui décide, encore une fois, de prendre la route plutôt que l'avion pour se rendre sur leur lieu de vacances. Et quelle bonne idée. Non, c'est une série complètement déjantée. Donc, comme vous l'avez dit, c'est créé par 2 comédiens qui sont également producteurs exécutifs de la série. Ils sont mariés à la ville, Jason Jones et Samantha Bee. Alors, ils sont pas très connus chez nous, mais ils sont très populaires aux États-Unis. Ça a eu un joli succès. Alors, nous, on connaît pas trop. Je me suis dit que c'était bien aussi, de découvrir un petit peu, de sortir des classiques. Et peut-être que ça va devenir un classique. La saison 2, elle a déjà été commandée par la chaîne TBS, alors que le premier épisode de la saison 1 n'était même pas encore diffusé. Mais donc c'est une série encore inconnue des pays francophones. Il faut un petit peu se débrouiller pour la voir. Et comment on peut la voir justement? Parce qu'on parle d'une série, il faudrait bien que le téléspectateur puisse la voir. En toute légalité, ils se débrouillent, ils sont intelligents. Vous êtes intelligent, Philippe. Vous allez chercher. Oui, bien sûr. Donc vous l'aviez dit, le pitch, c'est l'apparence d'une famille bien sous tout rapport. Voilà. On a donc un mari, un époux, 2 enfants, ils ont un break en guise de voiture. La famille américaine dite normale. Mais évidemment, donc ils vont partir en Floride en vacances, ils vont partir en voiture, de là va s'enchaîner une flopée d'aventures rocambolesques, de situations juste improbables, mais très drôles. Alors, parfois c'est très trash quand même, c'est très borderline, mais vraiment ça vaut le coup. Donc c'est le total road trip familial qui, d'épisode en épisode, va évidemment nous servir à nous apprendre un peu plus du caractère des personnages. Et l'affiche de la série, alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir, mais elle est à la fois un bon et un mauvais indicateur de la température des épisodes parce qu'elle est assez classique. On voit juste la famille derrière, enfin plutôt devant un mur de briques, donc une affiche pas grand intérêt, elle est assez banale. Et en fait, c'est exactement comme les personnages, parce qu'au début, ils ont l'air banals, ils ont l'air complètement insignifiants. Le père, il a une bonne situation professionnelle, donc on a tout ce qu'il faut, tous les éléments qu'il faut. Donc voilà, mais vraiment, c'est la famille qui part en éclats, parce qu'évidemment, il n'a pas une si bonne situation professionnelle que ça. Évidemment, je vous en dis pas plus. Donc tout part systématiquement en live, pour pas dire autre chose. La mère est à l'ouest tout le temps, le père collectionne les chemises déchirées et les coups de poing. Donc voilà, l'affiche ne laisse pas deviner que la série est aussi déjantée ou drôle qu'il n'y paraît, et je vous invite vraiment à la voir. Alors, pour la voir, il faut aller vivre aux États-Unis. C'est la première il faut être bilingue aussi, voilà. On régulièrement. TBS, avant qu'elle soit diffusée sur France 3. Bien sûr. Là, évidemment. Voilà. C'est essentiel parce que nous sommes comme ça, nous sommes internationalistes et nous vous proposons d'aller voir ailleurs d'autres séries qui ne sont pas encore diffusées sur notre réseau. Marcel, je ne sais pas quoi vous dire parce que avez-vous vu J'ai vu la bande-annonce. Voilà. On peut trouver encore plus facilement. Voilà. Bon, ce qu'on peut dire, le sujet, ça a l'air complètement dingue, complètement loufoque. Et surtout, à première vue, d'après ce que j'ai vu, c'est complètement imprévisible. Et ça n'a aucune limite. Oui. Ça va dans tous les sens. Ouais. Après, ça m'a fait penser un peu au film, on disait Little Miss Sunshine, cette famille aussi. Ça, c'était génial. Ça, c'était génial, voilà. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Alors, la question du soir qui rythme nos échanges. Le road trip est toujours une inspiration universelle. Vous allez y répondre, même si nous avons donné des clés de compréhension, évidemment, avec les œuvres sélectionnées. Audrey ? Oui. Alors, selon vous ? Alors, copie double. Oui, c'est universel. Et puis ça touche, comme on l'a dit, toutes les catégories
sociale de population, puisque c'est pas forcément que des gens en marge de la société, des gens qui ont envie de rompre un petit peu avec un mode de vie qui les exaspère. Je rebondis sur The Détour. C'est une famille lambda, normale, qui effectivement a envie un petit peu de partir et de casser les codes. Donc oui, c'est une inspiration universelle. Marcel. Oui, moi, il y a mon combi Volkswagen qui est garé devant le cinéma. Après, je pars en Italie, faire un road trip. Xavier. Je crois que le cinéma ne pourrait pas se passer du road movie. Ça me paraît incontournable, ça sort régulièrement. Donc oui, il y a beaucoup de road movie au cinéma. Trop peut-être, mais... Certainement. Marie-Ange. Oui et non. Oui, Vous parce avez que quelques secondes. oui, une inspiration universelle. Toujours, je pense pas, parce que on peut plus faire de road trip dans un monde hyper connecté comme on le faisait avant, sans un vrai effort et je pense que plus beaucoup de gens n'en sont capables. Merci beaucoup à vous quatre. Les œuvres évoquées ce soir, comme Les Primes d'Alfred aux éditions Delcourt, Les films Into the Wild de Sean Penn, Thelma et Louise de Ridley Scott et Les Valseuses de Bertrand Blier, le livre cultissime Sur la route de Jacques Kerouac et la série The Détour de Jason Jones et Samantha Bee. Je ne sais que dire. Eh ben, ne dites rien. Donc c'est pour ça que je vais me taire. Et je vais vous dire, à lundi, même lieu, même heure, ça se passe pendant le 20h évidemment.